La France a-t-elle le meilleur système de santé au monde ou est-ce que c'est un mythe? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je vais répondre à cette question? Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, il y a eu récemment une trend TikTok de personnes dans le monde qui se sont mises à faire des vidéos disant « I don't want to be French ». Littéralement, je n'ai pas envie ou je ne veux pas être français. Je ne sais pas d'où est partie cette mode, cette tendance TikTok. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les Français qui auraient pu répondre, je ne sais pas moi, en parlant de notre architecture, de notre gastronomie, de notre histoire, de nos paysages, de notre art de vivre d'une façon générale, ont préféré répondre en brandissant leur carte vitale. Sous-entendu, vous ne voulez pas être français, on a plein de défauts, mais au moins nous, on a un système de santé qui marche. Donc je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était légitime de répondre avec la carte vitale? Est-ce qu'on a véritablement le meilleur système de santé en France par rapport aux autres pays du monde? Ou est-ce que c'est un mythe? Alors, pour répondre à cette question, c'est extrêmement simple. J'ai été regarder les données chiffrées. Mon objectif, c'était pas de me baser sur des articles de journaux, sur des données subjectives, sur des sondages utilisateurs, ça m'intéressait pas. J'ai été regarder directement les classements. Alors, on a un premier classement qui est intéressant, qui date de l'année 2000, qui a été fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui plaçait en effet, à cette époque-là, la France première. La France était effectivement le premier pays en termes de qualité de système de soins, de système de santé, en 2000, d'après l'OMS, qui n'a jamais refait de classement depuis. Et c'était quand même il y a 25 ans. Donc, j'ai été regarder les autres classements. Donc je suis tombé sur un classement, le Commonwealth Fund, qui utilise plus de 80 indicateurs pour évaluer la qualité du système de santé, mais j'ai pas pu m'en servir parce qu'en fait, il n'évalue que 11 pays. Et donc pour moi, 11 pays, c'est pas suffisant pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur la qualité du système de soins. Après, j'ai vu le Numbeo, le classement Numbeo, que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement, et qui place la France dans les 10 premiers généralement, aux alentours de la 7e place, aux alentours de la 4e place, etc. Bon, déjà, on voit qu'on n'est pas premier, mais surtout, je suis pas fan de ce classement parce qu'en fait, il est basé sur une caractéristique très subjective. Ils ont un pool de personnes qu'ils interrogent régulièrement dans le pays et ils recueillent leur avis sur la qualité du système de soins. Bon, il y a forcément un biais de subjectivité en fait quand vous avez un sondage comme ça pour évaluer. Donc au mieux, ça évalue ce que pensent les Français du système de santé, mais ça n'évalue en aucun cas véritablement la qualité du système de santé. Pareil, il y a un autre classement qui s'appelle US News, qui, lui, interroge 17 000 personnes dans différents pays pour évaluer la qualité d'un certain nombre de systèmes de santé, mais pareil, c'est purement subjectif. Et donc après, en continuant un peu mes recherches, je suis tombé sur le Legatum Prosperity Index, qui est un indice qui essaye de se fonder sur une majorité de données objectives pour évaluer la qualité du système de santé. Donc il prend les données de l'OMS, donc données sur la mortalité, les maladies, le système de santé, les vaccinations, etc., etc. Il prend les données de l'UNICEF pour avoir des données sur la mortalité infantile, les accouchements assistés par des professionnels de santé, etc. Il va prendre les données du Fonds des Nations Unies pour la population, qui fournit des données sur les soins prénataux, la prévalence des contraceptifs, etc. Donc il se base aussi sur les indicateurs économiques de la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail, le Global Burden Disease, qui évalue donc en fait des données complètes sur des maladies, des facteurs de risque, il évalue l'obésité, les maladies non transmissibles, etc., comme les facteurs de risque cardiovasculaires et autres. Et le Gallup World Poll aussi, qui permet d'avoir quelques indications subjectives sur ce que pense la population, comment la population évalue et ressent la qualité du système de santé. Mais c'est pas assez loin, comme vous avez vu, d'être la majorité des données. Et donc après, ils ont construit un indice, ils ont regroupé ces données dans différentes catégories, et ils ont pondéré ensuite ces catégories. Donc on a 30% pour la longévité, la santé physique, donc 20%, la santé mentale qui représente 10%, le système de soins qui représente 15%, ça évalue ensuite la prévention pour environ 15%, et puis les facteurs de risque comportementaux, comme l'obésité, tabagisme, troubles liés à l'usage de substances, pour 10%. Donc comme ça, on a un indice qui est basé que sur des données objectives, sauf un tout petit peu dans la catégorie système de soins, on demande la perception et la satisfaction du système de santé par les utilisateurs, donc vous voyez que ça représente très peu. Ils construisent un indice et ils évaluent pour les 167 pays du monde. Et en plus, ils l'évaluent tous les ans, et on a des enregistrements depuis 2007. Donc ça permet de savoir depuis 2007, jusqu'en 2025, ce qui fait quand même 18 ans, pendant lesquels on a des données sur la qualité du système de santé en France.
comment est-ce qu'il se situe par rapport aux autres pays. Donc juste pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle, donc on ne parle pas de données financées par des États, on parle d'un organisme a priori indépendant qui est financé par des dons privés. Je ne sais pas s'il reçoit des subventions de l'État, je ne crois pas, mais ça mériterait d'être creusé. Il est financé par des dons privés et par le Legatum Group, qui est une société basée à Dubaï, qui a été créée par un certain Christopher Chandler, qui est un homme d'affaires, qui a fait fortune dans le private equity dans les années 80-90, il me semble. Donc il n'est pas là pour a priori défendre la politique de tel ou tel État. A priori, ça reste un organisme indépendant, même s'il est sans doute financé par des gens qui ont leur propre intérêt. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que leur méthodologie semble tout à fait objective. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec ce Legatum Prosperity Index, c'est que, comme vous l'avez vu, il ne fait pas appel à des données financières. Il n'est pas là pour parler d'efficacité du système de santé en termes d'argent qu'on met dedans. Il est là purement et simplement pour dire à quel point est-ce qu'il fonctionne objectivement sur la qualité de vie de la population. Donc je vais baser en fait le reste de la vidéo sur cet indice-là. Et donc, ni une ni deux, je vais vous révéler comment se situe la France sur ce Legatum Prosperity Index. Roulement de tambour. La France est 20e. On est à la 20e place. No! God, please, no! No! Donc j'ai compilé pour vous les résultats des 30 premiers pays de ce classement. Donc on a 17 ans de données, de 2007 à 2023, et j'ai compilé tous ces résultats dans un tableau, sous une forme de heatmap, pour qu'on puisse visualiser, qu'on puisse bien voir où se situe la France et comment est-ce qu'elle a évolué depuis 12 ans. Donc comme vous voyez, la France est 20e, mais elle n'a pas toujours été 20e. Au mieux, elle a été 16e en 2019, et au pire, elle a été 32e en 2011. Donc vous voyez qu'on oscille, et en moyenne, si on prend la moyenne de tous les classements, c'était 23. Donc la question qu'on a en droit de se poser, c'est mais qui sont les premiers, qui véritablement a le meilleur système de santé au monde? Et bah, sans surprise, ce sont les pays asiatiques, notamment Singapour, le Japon, la Corée, Taïwan et la Chine. Voilà. Donc ce sont ces pays-là, les pays asiatiques, qui sont grosso modo premiers dans le top 5 du classement quasiment depuis 2007. Alors voilà, donc on a, comme je vous dis, un indice qui se base sur des critères objectifs. Donc si on rentre un petit peu plus dans les données maintenant, les autres données, ce qu'on voit aussi, c'est que si on prend tous les pays européens, donc on commence à partir de la Norvège, de l'Islande, de la Suède, la Suisse, etc., bah, il me semble que j'ai compté qu'on est 14e dans les pays européens. Donc c'est-à-dire que même si on peut se dire, voilà, ok, admettons, les pays asiatiques, qui sont dans un autre monde, ils ont une manière de faire la santé qui est complètement différente des pays européens, faut comparer ce qui est comparable, comparons-nous avec les pays européens. Bon. Et ben quand vous prenez les pays européens, sur tous les pays du continent Europe, je ne parle pas juste de l'Union européenne, du continent Europe qu'on a aujourd'hui là, sur ce classement, on est 14e. Donc on est aussi très loin d'être premier. Donc on voit qu'il y a quand même une véritable dissonance entre la perception qu'ont les Français de leur système de santé et la réalité de ce système de santé, c'est-à-dire la véritable qualité de ce système de santé, d'après ce classement du moins, qui, je le rappelle, est le plus objectif que j'ai pu trouver. Donc ce qui serait intéressant de savoir à ce niveau-là de la réflexion, c'est pourquoi est-ce que la France est à ce point-là déclassée, pourquoi est-ce qu'on est si bas dans le classement, pourquoi est-ce qu'on est au mieux 16e, au pire 34e, là où des pays comme Taïwan, Singapour, la Corée du Sud sont bien mieux classés, sont dans les meilleurs. Qu'est-ce qui explique qu'eux excellent dans la qualité du système de santé, là où nous, bah, finalement, on n'est pas aussi bons qu'eux? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai pas de réponse à vous fournir tout de suite sur cette question. C'est une question qui est éminemment complexe et j'ai pas forcément envie à brûle-pourpoint, de vous donner des arguments comme ça qui ne seraient pas fondés sur des chiffres. Donc, je vais sans doute sortir une série de vidéos dans laquelle je vais analyser les différents systèmes de santé, ces différents systèmes de santé, notamment asiatiques, mais aussi européens, qui sont meilleurs que le nôtre, et essayer de comprendre quelles sont les différences avec notre système de santé, mais aussi ceux d'autres pays qui sont à peu près aussi mal classés que nous, et essayer de comprendre pourquoi, en fait, ça fonctionne pas. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, et puis abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, c'est pas parce que je ne vous dis pas exactement ce qui explique les différences que je ne peux pas vous dire ce qui ne les explique pas. Je m'explique. On entend souvent certains arguments, notamment 3 que je vais vous exposer, et je me suis posé la question de savoir si ces 3 arguments étaient légitimes ou pas. Est-ce qu'ils étaient vrais ou faux? Donc le premier, c'est on manque de médecins, le deuxième, c'est on manque de lits d'hôpitaux, et le troisième, c'est on met pas assez d'argent dans la santé. Grosso modo, on manque de moyens. Alors c'est pas compliqué, pour ce qui est du manque de médecins, c'est vrai qu'on entend souvent cet argument que dans les années 80, on a décidé de restreindre le numerus clausus des médecins, donc c'est-à-dire le nombre de médecins formés chaque année.
alors qu'on avait une population qui continuait de grandir et surtout qui était en train de vieillir et qui allait avoir de plus en plus besoin d'un système de santé performant. Et donc on a réduit le nombre de médecins inutilement, et de ce fait on se retrouve avec une densité de médecins qui n'est pas du tout assez importante pour répondre aux besoins de la population. Donc pour savoir si cette assertion est vraie, c'est tout simple. Il suffit d'aller regarder en fait chez les pays qui font mieux que nous, quelle est la densité de médecins là-bas, combien y a-t-il de médecins pour 1000 habitants. Donc en France on est à 3,3 médecins pour 1000 habitants. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Au Japon ils sont 2,6, en Chine 2,5, en Corée 2,5, à Singapour 2,6 médecins pour 1000 habitants. On a quasiment un médecin de plus pour 1000 habitants que ces pays-là. Donc est-ce que c'est vraiment le manque de médecins en France qui explique la mauvaise qualité de notre système de santé ? Pour vous donner d'autres exemples, en Suisse ils sont 4,4, en Norvège 5,2 et en Suède 4,2. Donc c'est vrai que par rapport à nos voisins européens, qui sont mieux classés que nous, la densité de médecins est plus faible. Mais c'est en aucun cas un absolu, parce qu'on voit bien que les pays asiatiques s'en sortent très bien avec moins de médecins. Deuxième argument, on n'a pas du tout assez de lits d'hôpitaux. Cet argument-là, il est quand même issu d'une observation sur le terrain qui est que, en effet, c'est assez difficile quand on est médecin, notamment aux urgences, de trouver des lits d'aval. C'est une des problématiques majeures des urgentistes, c'est réussir de trouver des lits d'aval de leurs patients qui viennent aux urgences. Donc, vous avez un patient qui se présente aux urgences, qui vient pour une problématique aiguë, on traite sa problématique aiguë, néanmoins, il y a besoin de l'hospitaliser par la suite pour réévaluer ses traitements, voir comment il évolue, etc. Et on peine véritablement à trouver des lits, des places de lits d'hôpitaux dans les hôpitaux. C'est assez compliqué. Et donc là, j'ai été regarder le nombre, pareil, toujours les données de la Banque mondiale, j'ai été regarder le nombre de places d'hôpitaux, le nombre de lits d'hôpitaux par pays, pour chacun de ces pays, pour 1000 habitants. Donc la France, on est à 6. On est à 6 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Et donc là, vous allez voir que les données sont pas si évidentes que ça. Au début, on aurait tendance à penser que oui, parce qu'on voit que le Japon est à 12,7 lits pour 1000 habitants, la Corée est à 12,8. Mais, alors chiffre assez étrange, Singapour est à 2,6, alors qu'aujourd'hui c'est le système de santé qui fonctionne le mieux au monde apparemment. La Chine est à 5, donc un petit peu en dessous de la France. Et puis quand on regarde les autres pays européens, là, la Suède est à 2 lits pour 1000 habitants, la Suisse est à 4,4 et la Norvège à 3,4. Donc vous voyez finalement que cet indicateur du nombre de lits pour 1000 habitants, il n'est pas forcément extrêmement révélateur et pas forcément associé à la qualité du système de santé. Vous avez des systèmes de santé qui ne sont pas forcément très bien classés, qui ont moins de lits et d'autres qui en ont plus. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est pas inversement proportionnel, c'est pas parce qu'on a moins de lits d'hôpitaux qu'on a un système de santé plus efficace et plus performant. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est pas parce qu'on a plus de lits d'hôpitaux que... voilà. Et donc le dernier argument, c'est qu'on ne mettrait pas assez d'argent dans la santé en France. C'est-à-dire que on n'investit pas suffisamment d'argent dans notre système de santé, et c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas suffisamment bien. Alors, je suis me suis posé la question et je me suis dit, mais combien est-ce qu'on dépense en France et combien dépensent tous ces autres pays, que ce soit les pays européens qui performent mieux que nous ou ces quelques pays asiatiques dont je vous ai parlé. Donc en 2022, la France a dépensé 6 517 $ pour faire fonctionner son système de santé par habitant. Le Japon, quant à lui, a dépensé seulement 5 251 $. La Corée du Sud a dépensé 4 750 $. Singapour a dépensé 3 537 $. Et la Chine aurait dépensé seulement 583 $. Donc on voit que nos 5 pays qui ont les systèmes de santé les plus qualitatifs au monde dépensent tous moins, beaucoup moins que la France, en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce que représente le coût du système de santé dans la vie de tous les jours, dans le pouvoir d'achat des Français, est beaucoup plus important que ce que ça représente dans ces autres pays. Donc ça, je trouve que c'est un indicateur très intéressant. Et puis si on regarde par rapport aux autres pays européens, on se rend compte que la Suède, elle, dépense 6 438 $, ce qui est légèrement en dessous de la France, et pourtant la Suède est quand même bien mieux classée que la France. La Norvège, par contre, quant à elle, dépense plus, ainsi que la Suisse. Pour la Norvège, on est à 7 898 $, et pour la Suisse, on est à 8 049 $. Donc ça, ce sont des données en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que c'est ajusté par rapport à ce que représente véritablement la somme dépensée dans le pouvoir d'achat de la population locale. Parce que 100 $ dans la main d'un Français, en France, c'est pas la même chose que 100 $ dans la main d'un Singapourien, on peut pas faire la même chose avec. Mais quand on regarde les données brutes, c'est-à-dire en US dollars directement, donc les données de 2022, on voit que la France est à 6 630 US $, là où le Japon est à 5 251, la Corée du Sud à 4 177, Singapour à 3 537, la Suisse à 8 049, la Norvège à 7 025 et la Suède à 6 348. Donc vous voyez finalement que ça ne change pas grand-chose. La Chine est à peu près à 800 US $. Alors pour la Chine, toutes les données ne sont pas disponibles, donc on ne va pas pouvoir conclure. Donc en conclusion de cette vidéo, on voit bien que la France n'a pas le meilleur système de santé au monde, loin de là, on est plutôt aux alentours de la 23e place sur les 17 dernières années. Et puis surtout, on voit que
C'est pas évident que le nombre de lits impacte la qualité du système de santé. C'est pas du tout évident que le nombre de médecins impacte la qualité du système de santé. Et puis on voit bien aussi, en tout cas ce qu'on peut conclure, c'est qu'on a des systèmes de santé dans le monde qui sont capables, avec moins d'argent dépensé, de faire beaucoup mieux que nous. Donc je pense que ça force un petit peu à l'humilité, que ça force un petit peu à la remise en question, et que la question maintenant, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces pays-là performent mieux que nous, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous, qu'est-ce qu'ils font mieux que nous, on ne fait pas bien. Et ce sera l'objet, comme je l'ai dit, de vidéos futures. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses. N'hésitez pas, si c'est le cas, à rétribuer cette vidéo avec un pouce, ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi accessoirement si le montage, la lumière, le son, le cadrage, tout ça était correct, ou s'il y a des choses à améliorer, parce que je débute un petit peu dans le domaine. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos que je vais faire sur le sujet. Il y en aura sans doute un certain nombre. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, c'était Kevin. Ciao.